Que feriez-vous si l'on vous agressait dans votre propre avion? Face au monde entier, choisiriez-vous la colère pour riposter, ou une force bien plus grande? Le docteur Valérie Dubois, la PDG sereine et charismatique de Dubois Aéronautique, croyait avoir tout connu dans l'univers impitoyable de l'aviation. Pourtant, au cours d'un vol, le geste d'une hôtesse de l'air sur son visage a enclenché une série d'événements que nul n'aurait pu anticiper. Les passagers la fixaient, les caméras enregistraient. L'affront dépassait le cadre personnel. C'était une affirmation qu'elle était une intruse, même à bord d'un jet issu de son propre empire. Mais plutôt que de céder à la fureur, Valérie a opté pour la précision, métamorphosant l'humiliation en un duel à haute altitude qui allait ébranler toute une industrie. Que s'est-il déroulé durant les minutes de tension qui ont suivi? Comment une voix posée et une unique décision stratégique ont-elles pu provoquer des démissions en chaîne, des réformes d'envergure et un héritage qui se perpétue encore dans les aéroports de nos jours? Ce soir, nous pénétrons dans la cabine où tout a commencé. Avant de démarrer, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de la partager avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre et de vous abonner, car voici une histoire que vous n'êtes pas prêt d'oublier. Clac! Le claquement aigu, intime et pourtant assourdissant, a fendu le silence ouaté de la cabine de luxe comme une détonation. Une quiétude de plomb s'est abattue sur le vol Air Vista France AF308. En première classe, à 10 000 mètres au-dessus de l'océan Atlantique, un tel son était inédit. Le vol était à moins de 2 heures de Nice, les chariots de service étaient déjà rangés, et le ronronnement constant des réacteurs se mariait harmonieusement au tintement feutré des coupes de champagne. Mais désormais, seul le silence subsistait. Le docteur Valérie Dubois resta de marbre. Elle était assise, parfaitement immobile, sur le siège 1A, sa tête légèrement déviée par l'impact du coup. Un fin ruban écarlate dessina la courbe de sa lèvre inférieure avant de perler sur le col de son tailleur bleu marine impeccable. Face à elle, Sandrine Leclerc, l'hôtesse de l'air, avait la poitrine soulevée par une respiration haletante. Sa main droite flotta dans les airs un instant de trop, parcouru de tremblements. Ses ongles arboraient un vernis beige institutionnel. Les gens de votre espèce doivent comprendre où est leur place, lança Sandrine. Sa voix était basse, mais sa portée fut totale, atteignant chaque recoin de la cabine. 13 passagers se pétrifièrent. Nul n'actionna le bouton d'appel. Nul ne prononça un mot. À la place, ils se saisirent d'autre chose. Des téléphones, extraits de porte-documents en cuir, de sacs à main de luxe, des pochettes des dossiers de siège. Les rectangles lumineux s'élevèrent, évoquant une foule brandissant des briquets lors d'un concert. Chacun filmant sous un angle différent. Valérie expira lentement par le nez. Elle sentait le goût métallique du sang dans sa bouche. Pourtant, son visage resta impassible. Aucune rage, aucune protestation véhémente, seulement une immobilité plus pesante que n'importe quelle colère. Une pensée fugace la ramena à la voix de son défunt père, Pierre. Ne leur montre jamais que tu es touchée, Valérie. Le calme est une arme. Sandrine ajusta sa position, un sourire satisfait se glissant sur ses lèvres. Peut-être que maintenant, dit-elle, vous allez enfin respecter l'équipage. Le regard de Valérie la dépassa pour balayer l'allée. Plusieurs passagers détournèrent les yeux. D'autres la fixaient sans ciller, leur expression un mélange de stupéfaction et d'une curiosité malsaine, une forme d'anticipation. Au siège 2B, un homme de grande taille aux cheveux clairs, Léo Moreau, elle avait retenu son nom à l'embarquement, tenait son téléphone avec une stabilité parfaite, les yeux mi-clos. De l'autre côté, au 3C, les doigts de Manon Lefebvre pianotaient sur son écran, son téléphone transmettant déjà en direct à un contact au sol. Valérie se redressa, son dos se calant contre le cuir du siège. La carte d'embarquement platine était posée sur la tablette devant elle, à côté d'un classeur qu'elle n'avait pas ouvert depuis le décollage. La voix de Sandrine rompit une nouvelle fois le silence. Vous vous imaginez qu'un joli tailleur et un morceau de carton suffisent pour s'asseoir ici? Ces places sont pour de véritables chefs d'entreprise, des gens qui les ont méritées. Les yeux de Valérie croisèrent les siens, calmes et fixes. Je suis dans le siège qui m'a été attribué. Sandrine laissa échapper un rire forcé. Attribué, quelle blague. Je fais cette ligne depuis des années. Je reconnais une usurpatrice de loin. En 4A, une jeune femme vêtue d'un sweatshirt gris laissa échapper un cri de surprise étouffé. Léo Moreau pivota légèrement, ajustant l'angle de son téléphone pour que la scène soit parfaitement capturée. Valérie ignora les objectifs.
Son regard ne quittait pas Sandrine. Sa voix était posée. Vous faites une supposition. Sandrine se pencha, si près que Valérie sentit l'effluve de son parfum floral et chimique. Pas une supposition. Une certitude. J'ai déjà vu des gens de votre genre. Toujours à essayer de gruger pour être en première. Toujours à faire semblant d'être à leur place. L'expression « votre genre » électrisa l'atmosphère. Valérie perçut la légère inspiration de Manon. La mâchoire de Léo se contracta. Même l'homme en incé, qui lisait un rapport économique, abaissa son document. Valérie leva une main pour toucher sa lèvre. Le bout de son doigt fut taché de rouge. Elle contempla la goutte de sang, puis reposa lentement sa main sur la coudoir. Sandrine se redressa, fière. Si vous ne retournez pas en classe économique sur le champ, j'alerte le commandant de bord. Le calme de Valérie devint encore plus profond. Elle connaissait cet avion dans ses moindres détails, chaque vis, chaque rivet, chaque système de sécurité. Elle les avait conçus. L'ironie était cruelle, presque sublime. Mais ce n'était pas le moment. Pas encore. Elle joignit les mains sur ses genoux, sa voix toujours aussi égale. Faites ce qui vous semble juste. Sandrine tourna les talons et se dirigea d'un pas martial vers l'office. Un bourdonnement de conversation discrète s'éleva entre les rangées, tel un essaim d'abeilles perturbées. Léo Moreau murmura, juste assez fort pour être entendu par sa voisine. Elle commet une erreur monumentale. Valérie laissa son regard errer vers le hublot. En contrebas, l'Atlantique miroitait sous la lumière déclinante, une immense étendue d'argent liquide. Elle s'octroya une longue inspiration. Elle avait déjà connu cette situation. Pas exactement celle-ci, mais des moments analogues. Des conseils d'administration où elle était l'unique femme noire. Des séminaires où les préjugés l'enserraient comme des chaînes. Des agents d'embarquement qui marquaient une pause infime avant de scanner son billet. Mais jamais à bord de son propre appareil. Des pas se firent de nouveau entendre. La voix de Sandrine claqua de nouveau. Le commandant est prévenu. Si vous n'obéissez pas à l'atterrissage, la sécurité s'occupera de vous. Valérie ne leva pas la tête. Elle sortit de son bagage à main un petit écrin de cuir. À l'intérieur, sur un lit de velours, reposait une broche en platine en forme d'aile, l'emblème de Dubois Aéronautique. Elle la déposa avec précaution sur la tablette, à côté de sa carte d'embarquement. La cabine entière sembla retenir son souffle. Sandrine observa la broche, puis la toisa. Jolie imitation. Vous l'avez trouvée sur Internet ? Valérie resta silencieuse. Sandrine s'approcha encore, baissant le ton mais s'assurant que les passagers voisins entendaient bien. Vous savez, tout ça aurait pu être évité si vous aviez simplement su où était votre place. Les yeux de Valérie se levèrent et rencontrèrent les siens, aussi tranchants que de l'acier. Et où est-elle, cette place ? Selon vous. Le sourire de Sandrine s'agrandit. Pas ici. Les mots flottèrent dans l'air, lourds et abjects. Valérie les laissa résonner un instant, avant de prendre une bouteille d'eau. Elle dévissa le bouchon avec lenteur, but une petite gorgée, et la reposa avec une précision chirurgicale. Dans sa tête, elle décomptait déjà les minutes la séparant de Nice, le compte à rebours avant que le poids de cet événement ne s'abatte, non sur elle, mais sur l'univers tout entier de Sandrine Leclerc. Dehors, le soleil achevait sa course, parant les nuages de reflets d'or et de pourpre. À l'intérieur, la tension était palpable. Valérie Dubois s'adossa à son siège, le visage fermé, les ailes de platine scintillant sous la lumière artificielle. Elle n'était pas pressée. Le règlement de compte n'avait pas encore commencé. 20 minutes avant le son qui avait glacé la cabine, la première classe était un havre de paix suspendu dans les cieux. Une musique jazz douce émanait de haut-parleurs discrets. Une odeur de pain frais s'échappait de l'office. Les passagers se prélassaient dans leurs fauteuils spacieux, bercés par le vrombissement des réacteurs. Le docteur Valérie Dubois consultait un rapport financier sur sa tablette, ses lunettes de lecture posées sur le bout de son nez. Les résultats étaient excellents. Mais elle avait appris depuis longtemps que les chiffres n'impressionnent guère ceux qui ont déjà décidé de vous manquer de respect. Sandrine Leclerc s'était approchée, un porte-bloc à la main. Son sourire était pincé, plus une formalité qu'un signe de bienvenue. « Madame, pourrais-je revoir votre carte d'embarquement »
Valérie avait levé les yeux, le regard serein. Certainement. Elle avait sorti de son sac à main la luxueuse carte d'embarquement platine, ornée du logo d'Air Vista, et la lui avait tendue sans la quitter des yeux. Sandrine l'avait examinée longuement, en tapotant le coin contre son porte-bloc. Ces sièges sont exclusivement pour nos voyageurs premium. Niveau exécutif seulement. J'en suis consciente, avait répondu Valérie, son ton neutre, presque apaisant. Sandrine avait incliné la tête, les yeux plissés. Ah oui? Parce que ce billet est destiné aux chefs d'entreprise, aux dirigeants, à ceux qui ont vraiment mérité d'être ici, pas. Disons que tout le monde n'est pas éligible. Au siège 2B, Léo Moreau avait suspendu sa coupe de champagne en l'air. De l'autre côté, Manon Lefebvre avait baissé son magazine pour mieux observer la scène. Valérie avait croisé les mains sur ses genoux. Mes références satisfont aux critères. La voix de Sandrine était devenue plus sèche. Je voudrais voir une pièce d'identité et la carte de crédit qui a servi à l'achat. Valérie avait sorti de son portefeuille un permis de conduire et une carte Centurion Black Diamond, une carte qui exigeait 250 000 € de dépenses annuelles. Elle les avait posées sur la tablette. Sandrine y avait à peine jeté un œil. On peut se procurer ça facilement. Le sourcil de Valérie s'était légèrement arqué. Y a-t-il autre chose dont vous ayez besoin? Simplement de la franchise, avait rétorqué Sandrine. Je ne sais pas comment vous avez eu ce billet, mais ces places ne sont pas pour des gens comme vous. Ces mots avaient eu l'effet d'une gifle silencieuse. Valérie n'avait pas bronché. La voix de son père résonnait dans sa mémoire, calme et rassurante. Le calme est une force, Valérie. Laisse-les commettre l'erreur. Le téléphone de Léo était déjà dans sa main. La caméra tournait discrètement. Les pouces de Manon survolaient son écran, un message à moitié rédigé pour un contact au sol. La voix de Valérie était restée douce, mais une note d'acier s'y était glissée. Des gens comme moi? Sandrine s'était penchée, son parfum l'enveloppant. Vous comprenez très bien. J'ai vu des gens de votre espèce, toujours à chercher des failles dans le système. Toujours à réclamer un traitement de faveur. L'atmosphère de la cabine s'était alourdie. Un homme en 4A avait regardé par-dessus son épaule. La femme plus âgée en un C avait reposé sa tasse de café. Le rythme cardiaque de Valérie était resté stable. Trop de conseils d'administration où les sourires dissimulés des poignards l'avaient aguerri. Mais aujourd'hui, le poignard était visible. Madame, je vous prie de rejoindre la classe économique, où vous devriez être, avait poursuivi Sandrine. Valérie n'avait pas bougé. C'est ma place. Sandrine s'était redressée. Dans ce cas, je devrais en référer au commandant. On peut régler ça à l'amiable, ou par la force. Au fond de la cabine, un homme grand en costume sombre avait remonté l'allée sans bruit. L'agent de sûreté, Stéphane Girard, dégageait une autorité naturelle qui poussait les gens à s'écarter. Il n'avait rien dit, se contentant d'observer à distance. Valérie avait rouvert sa tablette, ses yeux se replongeant dans son rapport comme si la discussion était close. Sandrine n'appréciait pas d'être ignorée. Vous croyez pouvoir rester là et faire comme si de rien n'était, mais je connais votre espèce. Vous trouvez toujours un moyen. La tête de Valérie s'était relevée, son regard croisant celui de Sandrine avec une lenteur calculée. Vous n'arrêtez pas d'utiliser cette expression. Votre espèce. Sandrine avait souri avec mépris. Si ça vous correspond. L'appareil de Léo Moreau enregistrait chaque mot. Le téléphone de Manon était désormais en direct, diffusant à un collègue journaliste à Paris. Valérie avait refermé sa tablette avec un clic sec. Je ne bougerai pas. Les narines de Sandrine s'étaient dilatées. Alors je compte jusqu'à 10. Si vous êtes toujours là, j'appelle la sécurité à l'atterrissage. Valérie avait acquiescé d'un léger signe de tête. Faites ce que vous jugez bon. Sandrine avait reculé, se dirigeant vers l'office. Valérie avait entendu le grattement d'un stylo sur du papier, Sandrine prenant des notes sur son porte-bloc. Stéphane Girard s'était approché, silencieux, ses yeux allant de l'une à l'autre. Il avait déjà assisté à ce genre de scène, bien trop souvent. Valérie avait baissé les yeux, se concentrant sur sa respiration. Deux impulsions la tiraillaient. L'une, se lever et révéler son identité, abattre toutes ses cartes. L'autre,
attendre, laisser la situation pourrir jusqu'à ce que plus aucune excuse ne soit possible. Elle avait opté pour la patience, entendant cette fois la voix de sa mère, Monique. Le timing, Valérie. Laisse-les s'en mêler dans leurs propres mensonges. Sandrine était revenue, le ton plus sec. Dernière chance. En classe économique. Valérie l'avait regardé droit dans les yeux. Non. Les lèvres de Sandrine s'étaient pincées. Très bien. Nous allons le faire à la manière forte. Elle avait tendu la main et agrippé l'avant-bras de Valérie. Le geste se voulait autoritaire, mais une pointe d'agressivité s'y mêlait. La voix de Valérie avait été calme, mais ferme. Retirez votre main. Un instant, Sandrine avait hésité, puis elle avait lâché prise, uniquement pour reculer et asséner la gifle qui allait faire écho dans la cabine quelques minutes plus tard. La douleur avait été vive, mais le contrôle de Valérie était absolu. Elle sentait les regards sur elle, témoin silencieux d'un acte abject et indéniable. Au fond d'elle, un chronomètre s'était enclenché. 39 minutes avant Nice. 39 minutes avant que cette insulte isolée à 10 000 mètres ne devienne le prologue de quelque chose de bien plus vaste. Valérie avait pris une serviette et l'avait appliquée sur sa lèvre. Sa voix, lorsqu'elle avait parlé, était assurée. « Avez-vous terminé ?» Sandrine avait relevé le menton. Pour le moment. Valérie s'était adossée à son siège. La carte d'embarquement platine était toujours là, intacte. L'écrin contenant la broche de Dubois Aéronautique était dans son sac, attendant son heure. Pas encore. Elle avait fermé les yeux un court instant, laissant le vrombissement des réacteurs combler le vide où la colère menaçait de s'installer. Elle avait de nouveau pensé à son père, à la manière dont il posait sa main sur son épaule avant une présentation importante. Tu n'as pas besoin d'égaler leur agressivité. Tu dois juste tenir bon. Elle tiendrait bon. Et bientôt, ils allaient comprendre sur quel terrain ils se trouvaient. La brûlure sur la joue de Valérie Dubois était encore vive, mais elle se refusait à y porter la main. Son regard restait fixé sur la cloison avant, tandis que les murmures de la cabine se muaient en un silence inconfortable. La gifle avait été fulgurante, presque clinique, mais elle charriait des décennies de préjugés implicites, des siècles d'exclusion feutrée. Sandrine Leclerc resta un moment immobile, s'attendant peut-être à une protestation de Valérie ou à des excuses. Face à son silence, elle recula d'un pas, croisant les bras sur sa poitrine. Derrière elle, Léo Moreau ajusta sa position pour obtenir un meilleur angle de vue. Manon Lefebvre, toujours penchée dans l'allée, chuchota quelque chose à l'homme en un C, inaudible pour Valérie. Le ronronnement des réacteurs emplissait l'espace entre elles. Stéphane Girard, l'agent de sûreté, s'avança enfin. Son approche était mesurée, ses pas étouffés par la moquette. Un problème ici ? Sa voix était neutre, mais son regard expert balayait la scène, s'attardant sur la fine ligne de sang qui perlait sur la lèvre de Valérie. Sandrine fut prompte à réagir. Non, agent. Je gérais une passagère qui semait le trouble. Elle désigna Valérie d'un geste de la main. Elle refuse d'obéir aux instructions de l'équipage et perturbe la quiétude de la première classe. Valérie ignora son accusatrice. Elle se tourna vers Stéphane et déclara d'une voix égale, « Je suis dans le siège qui m'a été assigné. J'ai suivi toutes les instructions, à l'exception de la demande de changer de cabine. » Le front de Stéphane se plissa. « Puis-je voir votre carte d'embarquement, madame ?» Sans un mot, Valérie fit glisser la carte d'embarquement platine vers lui sur la tablette. Elle scintillait sous les lumières de la cabine, embossée et parfaite. Sandrine émit un léger ricanement. N'importe qui peut contrefaire ça. Les lèvres de Valérie se pincèrent un bref instant avant qu'elle ne plonge la main dans son sac. Elle en sortit un petit écrin de cuir noir et l'ouvrit d'un clic. À l'intérieur reposait une broche en platine polie, en forme d'aile stylisée. L'insigne de Dubois Aéronautique, ses arêtes captant la lumière. Elle la posa à côté de la carte d'embarquement. Stéphane prit la broche, l'examinant dans sa paume. Il avait déjà vu ce symbole, sur des communiqués de presse annonçant des contrats aéronautiques de plusieurs milliards d'euros, et lors de galas où seules les figures les plus influentes de l'aviation étaient conviées. « C'est à vous ?» demanda-t-il. Les yeux de Valérie rencontrèrent les siens. « Oui. » Sandrine laissa échapper un rire strident, trop fort pour l'espace confiné. « Allons, elle a sûrement acheté ça en ligne. »
Les réseaux sociaux regorgent de fausses insignes. La caméra de Léo Moreau capturait chaque nuance d'expression, l'incrédulité de Sandrine, la certitude sereine de Valérie, la tension grandissante sur le visage de Stéphane. Stéphane rendit la broche, ses yeux se rétrécissant tandis qu'il sortait un petit appareil de sa veste. Il scanna la carte d'embarquement, et après quelques secondes, l'écran afficha une correspondance. Passagère, Dr Valérie Dubois. Profession, présidente directrice générale, Dubois Aéronautique. Il rangea l'appareil, son expression indéchiffrable. Merci, madame. Sandrine s'approcha, la voix montant d'un ton. Vous ne croyez pas sérieusement à ça? Elle est de toute évidence. Stéphane la coupa d'un geste de la main. Mademoiselle Leclerc, je vous suggère de peser vos prochains mots avec la plus grande attention. Valérie resta immobile, mais son esprit était en ébullition. Elle sentait le poids de l'instant. Elle pouvait tout arrêter maintenant, avec une seule phrase, une seule affirmation de son statut et de son autorité. Mais la voix de son père résonnait, aussi constante que les moteurs. Pas encore. Le timing est crucial. Elle consulta sa montre. 35 minutes avant l'atterrissage. 35 minutes pour que Sandrine Leclerc continue de s'enfoncer. Frustrée, Sandrine se détourna, marmonnant des propos sur les passagers qui abusaient de la carte du racisme. Valérie inspira profondément pour se recentrer. L'envie de répliquer était forte, mais elle la contint. Chaque mot de Sandrine était un nouveau fil dans la toile qu'elle tissait autour d'elle-même. Stéphane resta à proximité, sa présence une dissuasion silencieuse. Il était dans l'allée depuis assez longtemps pour remarquer les réactions subtiles des autres passagers, les épaules qui se redressaient, les téléphones s'orientant pour de meilleurs angles, les chuchotements. Léo croisa brièvement le regard de Valérie. Son expression traduisait une forme de reconnaissance, non seulement de son visage, mais de la force dont elle faisait preuve. Sandrine revint de l'office, un linge humide à la main. Elle le tendit à Valérie avec une sollicitude feinte. « Pour votre lèvre, dit-elle. » Valérie regarda le linge, puis Sandrine. « Non, merci. » Ce refus sembla irriter Sandrine plus encore que la blessure. Elle jeta le linge sur la tablette et croisa de nouveau les bras. « Faites comme vous voulez. » Valérie s'adossa à son siège, son esprit passant en revue le protocole qu'elle avait établi pour ce genre de situation. Preuves, témoins, documentation. Elle savait que l'équipe juridique de Dubois Aéronautique obtiendrait les enregistrements de la cabine avant même que l'avion ne touche le sol. Elle savait que les vidéos des passagers inonderaient les réseaux sociaux avant même d'arriver à la porte. Mais surtout, elle savait qu'elle maîtrisait la situation. Non pas grâce à son titre ou sa fortune, mais parce qu'elle refusait de perdre son sang-froid. Sandrine rôdait à quelques mètres, manifestement peu encline à abandonner. Elle fit semblant de s'occuper d'autres passagers, mais ses yeux revenaient sans cesse vers le siège 1A. Valérie prit la serviette de tout à l'heure et tamponna délicatement sa lèvre. Le saignement s'était calmé, mais la marque resterait. Elle décida de ne pas la dissimuler. Certaines cicatrices méritaient d'être visibles. Stéphane recula finalement, adressant un léger signe de tête à Valérie avant de se diriger vers le cockpit. Elle se doutait qu'il informait déjà le commandant de la situation. Sandrine s'approcha à nouveau, baissant la voix sur un ton qu'elle croyait confidentiel. « Vous auriez pu éviter tout cela. Il suffisait de vous asseoir en classe économique et de vous épargner cette humiliation. » La réponse de Valérie fut à peine audible, mais elle porta suffisamment pour glacer l'air entre elles. « La seule humiliation ici est la vôtre. » La bouche de Sandrine s'entr'ouvrit, puis se referma. Elle recula d'un pas, les yeux plissés. Valérie tourna son attention vers le hublot. En bas, la côte se dessinait à l'horizon, baignée par la lumière ambrée du crépuscule. La ville de Nice attendait, et avec elle, le dénouement. Elle laissa son regard s'attarder sur le paysage, son reflet à peine visible sur la vitre. La femme qu'elle voyait était imperturbable, intacte et en parfait contrôle. Le bourdonnement des réacteurs était régulier. Son pouls battait au même rythme. Plus que 33 minutes. La tension dans la cabine était devenue une entité palpable. Elle pesait sur les cloisons, saturait l'air conditionné, et s'enroulait autour de chaque passager qui observait, attendant la suite des événements. Le docteur Valérie Dubois n'avait pas quitté son siège 1A.
La carte d'embarquement platine était toujours sur la tablette, son éclat subtil sous la liseuse. À côté, la broche de Dubois Aéronautique gisait comme une petite parcelle de vérité polie que personne n'osait tout à fait accepter. En 2B, Léo Moreau se pencha légèrement. Sa voix était basse, destinée uniquement à la femme en 3C. C'est Valérie Dubois. Ce n'est pas une simple femme d'affaires. Elle dirige Dubois Aéronautique. Manon Lefebvre, assise de l'autre côté de l'allée, l'entendit néanmoins. Elle tourna la tête juste assez pour croiser le regard de Léo, sa propre expression se muant en reconnaissance. Le Dubois Aéronautique. Les Jets. Léo acquiesça une fois, son téléphone toujours en train de filmer. Les jets, les contrats de défense, la flotte privée. C'est elle. L'information se propageait comme une onde silencieuse dans la cabine. Les passagers qui étaient restés neutres se penchaient maintenant, leur regard se faisant plus insistant sur Sandrine Leclerc. Le calcul était simple. Si c'était vrai, le rapport de force dans la pièce était sur le point de s'inverser radicalement. Sandrine, ignorant le changement d'atmosphère autour d'elle, s'en tenait à sa version. Elle croisa les bras et leva les yeux au ciel en direction de Stéphane Girard, l'agent de sûreté. « Vous n'allez tout de même pas gober ça ? Ce n'est qu'une femme avec un billet contrefait et une broche fantaisie. » La voix de Stéphane était posée, mais empreinte d'une fermeté nouvelle. « Mademoiselle Leclerc. J'ai vérifié son identité sur le manifeste des passagers et avec mon terminal de sécurité. » Sandrine laissa échapper un rire sec. Ces systèmes peuvent se tromper. Vous ne me ferez pas croire que quelqu'un comme elle est en un sans avoir usé de passe-droit ou d'une arnaque. Le regard de Valérie s'éleva de la broche pour rencontrer celui de Sandrine. Sa voix était calme, mais chaque mot était pesé. Vous semblez très sûr de ce que les gens comme moi sont capables de faire. Les lèvres de Sandrine formèrent un rictus. Je fais cette ligne depuis 10 ans. Je sais reconnaître quelqu'un qui n'est pas à sa place. Valérie consulta sa montre. 30 minutes avant l'atterrissage. Le moment était venu de faire tomber le premier domino. Elle prit son téléphone, dont la coque était d'un noir mat sobre, et sélectionna un contact unique. La communication fut établie presque instantanément. Ici Dubois, dit Valérie. La voix à l'autre bout était efficace, professionnelle et respectueuse. Oui, docteur Dubois. Nous sommes prêts. Les yeux de Valérie ne quittèrent pas Sandrine pendant qu'elle parlait. Activez le protocole Horizon. Mise en œuvre immédiate. Redirigez tous les flux vers la cellule de crise. Un accusé de réception discret lui parvint avant qu'elle ne raccroche. Les sourcils de Léo se haussèrent imperceptiblement. Les mains de Manon s'immobilisèrent au-dessus de son téléphone. Qu'est-ce que c'est que ce protocole Horizon ? Demanda Sandrine, le soupçon se lisant sur son visage. Valérie ne répondit pas. Elle reporta son attention sur Stéphane. Dans combien de temps amorçons-nous la descente ? Dans environ 28 minutes, répondit-il. Valérie acquiesça légèrement et se cala dans son siège, les mains jointes sur ses genoux. Autour d'eux, la cabine avait cessé de feindre l'indifférence. Les passagers s'orientaient pour ne rien manquer de l'échange. Les téléphones restaient en l'air, certains diffusant en direct, d'autres enregistrant en silence. Même l'homme en 1C, qui était resté discret pendant tout le vol, était maintenant assis, bras croisés, observant Sandrine Leclerc avec une désapprobation manifeste. Sandrine tenta de reprendre l'avantage. Très bien, si vous voulez jouer à ce jeu. Je vais m'assurer que le commandant sache que vous êtes une passagère problématique. La sécurité nous attendra à la porte. Valérie inclina légèrement la tête. J'y compte. Sandrine sia, déconcertée par cette réponse sereine. Elle ouvrit la bouche, la referma, et choisit de regagner l'office d'un pas sec. À l'instant où elle disparut derrière le rideau, Léo se pencha vers Valérie pour murmurer « Vous êtes bien elle, n'est-ce pas ?» Valérie croisa son regard. « Est-ce important ?»« Pour elle, ça le sera, » dit Léo. Valérie réfléchit un instant, puis son regard se porta au-delà de lui. Manon Lefebvre observait toujours, son téléphone maintenant posé face contre table sur ses genoux. Leurs regards se croisèrent, et Valérie décela dans l'expression de Manon un mélange de respect et de curiosité. Sandrine revint une minute plus tard, le visage fermé.
Le commandant a dit qu'il gérerait ça après l'atterrissage. D'ici là, vous devez suivre les instructions de l'équipage. Les yeux de Valérie ne la quittèrent pas. J'ai suivi toutes les instructions légales qui m'ont été données. La mâchoire de Sandrine se durcit. Refuser de bouger est un manquement. Refuser de céder la place qui m'est due n'en est pas un, rétorqua Valérie. Sa voix était un gant de velours sur une main de fer. Stéphane modifia subtilement sa position, s'assurant que Sandrine restait en permanence dans son champ de vision. Son expérience lui indiquait que la situation dépassait désormais le simple conflit de siège. Cela prenait une ampleur qui pourrait bien dépasser le cadre de ce vol. Valérie vérifia à nouveau sa montre. 26 minutes. L'équipe juridique devait déjà être en place à Nice. Le protocole Horizon devait être en train d'extraire le flux vidéo en temps réel des systèmes de l'avion. Au moment où les roues toucheraient le sol, rien de ce qui s'était passé ici ne pourrait être contesté. Sandrine semblait sentir que le contrôle lui échappait, mais elle n'était pas prête à céder. Elle se posta à 2 pas du siège de Valérie, les bras croisés. « Vous croyez m'impressionner avec vos grands mots et votre arrogance ? Vous vous trompez. J'en ai vu d'autres. » Le regard de Valérie était imperturbable. « Vous ne m'avez jamais vu, moi. » Les mots étaient calmes, mais ils résonnèrent dans toute la cabine. Léo se renversa lentement sur son siège, les lèvres pincées pour réprimer un sourire. Le téléphone de Manon s'alluma, affichant un message entrant qu'elle ignora. Sandrine fut la première à scier, son regard allant de Stéphane aux autres passagers. Elle sentait le poids de leur regard. Ce n'était plus de la curiosité, c'était du jugement. Valérie se pencha et ouvrit sa mallette, laissant entrevoir une pile de dossiers impeccablement rangés. Au sommet, un contrat dont l'entête proclamait en lettres capitales « Accord stratégique de fourniture de cellules d'avions du bois aéronautique ». La première page portait une signature identique à celle du nom sur la carte d'embarquement platine. Sandrine baissa les yeux, puis les releva vers Valérie. « Et qu'est-ce que ça prouve ?» Valérie ne répondit pas. Elle referma simplement la mallette, le bruit sec des fermoirs ponctuant le silence entre elles. Les moteurs vrombissaient sous le plancher. Dehors, l'océan laissait place aux contours diffus de la côte française. Valérie inspira, s'imprégnant du poids de l'instant. Bientôt, la vérité ne serait plus un murmure échangé en 2B ou une insinuation en 3C. Elle serait indéniable, publique et irréversible. Et à ce moment-là, l'univers de Sandrine Leclerc commencerait à s'effondrer. Valérie consulta sa montre une dernière fois. 24 minutes avant l'atterrissage. Tout le temps nécessaire. Le rideau de l'office bougeait tandis que Sandrine Leclerc, juste derrière, parlait à voix basse et pressée dans l'interphone. La cabine était calme, hormis le ronronnement des réacteurs et le tintement occasionnel d'un verre. Le docteur Valérie Dubois était assise en un A, sa posture détendue, son esprit tournant à plein régime. Chaque seconde qui s'écoulait la rapprochait de l'instant pour lequel elle s'était préparée en silence. Elle se pencha et rouvrit sa mallette, ses doigts effleurant les dossiers méthodiquement classés. Lorsque Sandrine réapparut, elle marchait avec l'assurance de quelqu'un qui se croit encore en position de force. Le menton haut, les bras serrés contre sa poitrine. Le commandant confirme que la sécurité sera présente à notre arrivée, annonça-t-elle d'un air triomphant. Le regard de Valérie s'éleva lentement. J'en suis certaine. Sandrine inclina la tête, un rictus se dessinant sur ses lèvres. Vous êtes bien sereine pour quelqu'un qui va être débarqué sous escorte. Valérie referma à moitié la mallette, posant ses mains dessus. C'est parce que je sais quelque chose que vous ignorez. Les yeux de Sandrine se plissèrent. Et qu'est-ce donc ? La voix de Valérie était douce, presque amicale. Je connais votre parcours. Une ombre d'incertitude traversa le visage de Sandrine, mais elle la dissimula aussitôt. Pardon ? Valérie sortit un unique dossier de sa mallette, l'ouvrit et le posa sur la tablette, l'orientant pour que Sandrine puisse lire. Plainte numéro 1, aéroport de Lyon-Saint-Exupéry. Avril 2021. Passager Marc Bernard, en voyage d'affaires. Vous l'avez accusé d'avoir volé sa propre carte d'embarquement et avez appelé la sécurité. La compagnie a versé 48 000 € en dédommagement. Les lèvres de Sandrine se crispèrent. C'était un malentendu. Valérie tourna la page. Plainte numéro 2, Paris Charles de Gaulle, septembre 2022.
Rabbi David Lévy. Vous lui avez dit que sa tenue religieuse était suspecte et l'avez fait expulser du vol. Indemnité, 67 000 €. Les chuchotements s'intensifièrent dans la cabine. Le téléphone de Manon Lefebvre était de nouveau actif, ses pouces s'agitant frénétiquement. Léo Moreau se pencha, sa caméra capturant chaque mot. La voix de Sandrine devint plus aiguë. Vous n'avez pas le droit de posséder ces dossiers. Ils sont confidentiels. Les yeux de Valérie ne sillèrent pas. Rien n'est confidentiel pour la PDG qui signe vos fiches de paie. Stéphane Girard s'était encore rapproché, écoutant sans intervenir. Son visage était impassible, mais son regard ne quittait pas Sandrine. Valérie tourna une autre page. Plainte numéro 3, Toulouse-Blagnac, mars 2023. Sergent Marie Legrand, ancienne combattante handicapée. Vous lui avez dit, je cite, « Les profiteuses de l'armée n'ont rien à faire en première classe. » Indemnité, 89 000 €. Le visage de Sandrine s'empourpra, sa voix s'élevant. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Le ton de Valérie resta imperturbable. 12 passagers vous ont entendu. 3 ont enregistré la scène. L'enregistrement audio était suffisamment clair pour une transcription officielle. Le silence se fit dans la cabine, seulement troublé par la vibration des moteurs. Même l'homme en 4A, qui était resté en retrait, observait maintenant ouvertement. Valérie referma doucement le dossier. Vous avez passé votre carrière à décider qui est à sa place et qui ne l'est pas. Mais aujourd'hui, Sandrine, vous avez commis une erreur. Vous vous en êtes prise à la mauvaise personne. La respiration de Sandrine devint plus rapide. Elle chercha du soutien du regard dans la cabine, mais ne rencontra que des visages qui la jugeaient en silence. Valérie plongea à nouveau la main dans sa mallette, en sortant cette fois un petit enregistreur numérique. Elle le tint entre ses doigts. Ceci enregistre depuis le début de notre échange. Chaque mot, chaque insulte, chaque ordre illégitime. Et cela est diffusé en direct à mon service juridique depuis 30 minutes. Les yeux de Sandrine s'écarquillèrent. C'est illégal. Valérie secoua la tête. C'est autorisé par le protocole Horizon. Tous les passagers consentent à une surveillance à bord en achetant un billet sur un vol Air Vista. Vous le savez. Vous faites vous-même cette annonce. Léo bougea sur son siège, marmonnant juste assez fort pour sa voisine, elle est cuite. Sandrine se tourna vers Stéphane. Vous ne pouvez pas la laisser. Stéphane l'interrompit, sa voix calme mais ferme. Elle est dans son droit. Pas vous. Valérie posa l'enregistreur sur la tablette, à côté de la carte d'embarquement et de la broche de Dubois Aéronautique. Les 3 objets formaient un triptyque silencieux, preuve de passage, preuve d'identité, preuve des faits. Elle se pencha légèrement en avant. Vous ne m'avez pas seulement insulté. Vous ne m'avez pas seulement frappé. Vous avez commis une infraction fédérale contre un contractant d'État à bord d'un vol commercial. Et vous l'avez fait devant une cabine remplie de témoins et de multiples enregistrements. La voix de Sandrine vacilla. Je ne savais pas qui vous étiez. Les yeux de Valérie se durcirent imperceptiblement. Et c'est bien là le problème, n'est-ce pas? Vous avez cru que cela avait de l'importance. Les mots flottèrent dans l'air, si lourds que Sandrine recula d'un demi-pas. Valérie prit un autre dossier et l'ouvrit sur une photo glacée de l'intérieur luxueux d'un jet. Ce siège, devant lequel vous vous tenez, je l'ai conçu. Le cuir, les dimensions, les systèmes de sécurité qu'il renferme, c'est mon ingénierie. Le système de pressurisation qui nous maintient tous en vie, c'est mon brevet. Sandrine regarda la photo, sa bouche s'ouvrant et se refermant sans émettre un son. Valérie mit la photo de côté et en sortit une autre. Celle-ci la montrait aux côtés d'une équipe d'ingénieurs sur une chaîne de montage. Chaque rivet, chaque câble, chaque panneau de cet avion est le fruit d'un processus que j'ai mis en place. Vous travaillez peut-être sur ce vol, Sandrine, mais c'est moi qui l'ai construit. Nouveau silence. Par le hublot, l'océan était maintenant parsemé de sillage blanc laissés par des bateaux. Valérie referma la mallette avec une lenteur délibérée. Je suis précisément à ma place. Les yeux de Sandrine cherchèrent une issue du côté de l'office, mais elle resta figée. Sa voix, lorsqu'elle parvint à parler, était plus faible. Je ne voulais pas. Valérie la coupa, doucement. Vous pensiez chaque mot. Et maintenant,
vous en assumerez chaque conséquence. Stéphane se racla la gorge discrètement, consultant sa montre. Nous atterrissons dans 20 minutes. Valérie acquiesça. Tout le temps nécessaire. Sandrine se détourna et se réfugia dans l'office sans un mot de plus. Valérie regarda à nouveau par le hublot, la côte française se découpant nettement sur l'horizon. Elle sentait le basculement dans l'atmosphère, le calme avant la tempête. Ce n'était pas terminé. Ça ne faisait que commencer. La voix du commandant de bord, posée et professionnelle, résonna dans les haut-parleurs. « Mesdames et messieurs, nous amorçons notre descente finale vers l'aéroport de Nice-Côte d'Azur. Veuillez rester assis et attacher vos ceintures de sécurité. » Pour la plupart des passagers, cette annonce signalait la fin du voyage. Pour Sandrine Leclerc, elle marquait le début d'un dénouement dont elle ne mesurait pas encore toute l'ampleur. Le docteur Valérie Dubois consulta sa montre. 19 minutes. C'était suffisant. La côte était plus nette maintenant, les bâtiments baignaient de soleil captant la lumière alors que l'avion virait légèrement sur sa droite. Dans le reflet du hublot, elle voyait son propre visage, toujours serein, sa lèvre à peine gonflée. Depuis l'office, la voix de Sandrine était juste assez audible pour les premiers rangs. Elle était de nouveau à l'interphone. Oui, elle est toujours en 1A. Non, elle n'a pas bougé. Oui, je lui ai dit. C'est contraire au règlement. Valérie prit son téléphone et envoya un bref message. Activez l'équipe de presse. Porte d'arrivée confirmée. La réponse fut instantanée. Équipe juridique et RP sur place. Le flux de sécurité est retransmis en salle de conférence. La réunion du conseil d'administration débute dans 7 minutes. Elle remit le téléphone dans son sac et joignit les mains sur ses genoux. Stéphane Girard se posta dans l'allée, près de sa rangée. Sa voix était basse. Elle est toujours en communication avec le cockpit. Ils auront la sécurité à la porte. Voulez-vous que j'intervienne avant l'atterrissage ? Valérie secoua la tête. Non. Laissez-la continuer à s'enfoncer. Les yeux de Stéphane se dirigèrent vers le rideau de l'office. Vous en êtes certaine ? Chaque mot qu'elle prononce est enregistré. Chaque geste est filmé. Elle fait mon travail à ma place. Léo Moreau se pencha depuis le siège de baie. Si vous avez besoin de témoignages, j'ai toute la scène en vidéo. Valérie s'autorisa un léger hochement de tête. Conservez-la. Mon service juridique pourrait vous contacter. Sandrine réapparut, la posture tendue. Elle s'arrêta devant le siège 1A et croisa les bras. À l'atterrissage, la sécurité vous escortera hors de l'avion. Vous devrez vous expliquer devant le commandant. Le regard de Valérie était inébranlable. J'y compte bien. Sandrine fronça les sourcils face à cette réponse, mais ne dit rien de plus. Elle parcourut l'allée, s'assurant des passagers avec un sourire forcé. Chaque interaction était brève, mécanique, et chargée d'une tension palpable. Valérie se tourna légèrement vers le hublot, laissant le soleil réchauffer sa joue. Mentalement, elle était déjà dans la salle de conférence qui allait s'afficher sur son écran dans quelques minutes. 12 membres du conseil, les visages crispés par l'anxiété. Un PDG à l'autre bout du fil qui ignorait que l'image de sa compagnie était sur le point d'exploser en plein vol. Son téléphone vibra à nouveau. Conseil connecté. Flux sécurisé opérationnel. Elle inséra son oreillette Bluetooth. Un geste quasi imperceptible. D'une pression sur son téléphone, sa vision bascula de la cabine à un écran partagé affichant des visages familiers en haute définition. Docteur Dubois, dit une voix, suave mais teintée d'appréhension. Nous croyons comprendre qu'un incident a eu lieu. Valérie parla à voix basse, juste assez pour que l'oreillette capte ses mots. C'est une façon de voir les choses. Vous allez bientôt en découvrir une autre. Sur l'écran, Jean-Pierre Dupont, PDG d'Air Vista France, apparut au centre. Ses cheveux gris étaient impeccables, sa cravate nouée à la perfection. Il sourit. Le genre de sourire que les dirigeants arborent quand ils se croient encore maîtres de la situation. Valérie, commença Dupont, je suis convaincu qu'il s'agit d'un malentendu. Nous pourrons en discuter après votre atterrissage. Non, Jean-Pierre, rétorqua Valérie, nous en discutons maintenant. Pendant que je suis encore assise dans le siège que votre employé a jugé que je ne méritais pas.
Le sourire de Dupont s'effaça. Une employée? Valérie bougea légèrement sur son siège. Le flux vidéo de son téléphone montrait le profil de Sandrine Leclerc quelques rangées plus loin. L'hôtesse de l'air Sandrine Leclerc. 3 plaintes pour discrimination à son actif, toutes étouffées par des arrangements financiers. Aujourd'hui, elle en a ajouté une 4e, et cette fois, contre moi. La réaction au sein du conseil fut immédiate. Les yeux s'écarquillèrent, les papiers furent remués. Quelqu'un se racla la gorge. Dupont se pencha en avant. Valérie, Elle le coupa. Vous avez 18 minutes avant que cet avion n'atterrisse et que votre marque ne devienne le sujet de discussion numéro 1 pour toutes les mauvaises raisons. 18 minutes pour décider si vous allez réparer la situation, ou la regarder s'embraser. Le silence à l'autre bout du fil était éloquent. Valérie le laissa s'installer avant de poursuivre. J'active le protocole Horizon. Mon équipe de presse diffusera les enregistrements de la cabine aux médias au moment même de l'atterrissage. Sauf si j'obtiens votre engagement formel et enregistré. La voix de Dupont était plus basse. Un engagement à quoi? Les yeux de Valérie se posèrent à nouveau sur sa montre. Nous y viendrons. Pour l'instant, vous allez écouter. Stéphane, qui se tenait à proximité, l'observait parler sans comprendre la teneur de l'échange, mais il devinait à sa posture que la véritable confrontation se déroulait déjà, loin des yeux des autres passagers. Valérie conserva un ton neutre. Il ne s'agit plus d'une seule employée. Il s'agit de la culture qui l'a maintenue en poste malgré de multiples incidents documentés. Il s'agit du message que votre entreprise envoie en tolérant la discrimination pour éviter une mauvaise publicité. Sur l'écran, certains membres du conseil baissèrent les yeux, évitant son regard même à travers la caméra. Dupont tenta de reprendre contenance. Nous accordons une grande valeur à la diversité et à l'inclusion. La voix de Valérie trancha sa phrase. Épargnez-moi vos slogans publicitaires, Jean-Pierre. Je ne suis pas là pour des déclarations d'intention. Je suis là pour des résultats. Elle mit fin à l'appel sans attendre de réponse. La côte était plus proche, le bleu profond de la mer cédant la place à des eaux turquoises. Valérie sentait le changement d'altitude. Les minutes s'égrenaient, mais elle savait précisément comment les utiliser. Elle jeta un regard vers l'office où Sandrine avait de nouveau disparu. Sa voix devait être tremblante à présent, pensa Valérie. Les premiers signes de compréhension commençaient à poindre. Le téléphone de Léo émit un son discret. Mon ami dit que votre nom est partout sur les réseaux sociaux. Quelqu'un à bord diffuse en direct. L'histoire fait le buzz. Valérie s'autorisa une profonde inspiration. L'engrenage était en marche. Elle plongea la main dans son sac et toucha le métal froid de la broche de Dubois aéronautique. C'était un petit objet, mais il portait le poids de chaque avion qu'elle avait contribué à créer, de chaque contrat qu'elle avait signé, de chaque bataille qu'elle avait menée pour s'imposer. Plus que 17 minutes. Le vrombissement des réacteurs semblait s'être atténué, bien que Valérie sût que ce n'était qu'une impression due au changement de pression atmosphérique lors de la descente. Elle ajusta l'oreillette Bluetooth dans son oreille droite et lança une application sécurisée sur son téléphone. L'écran se remplit de visages, 12 au total, disposés en une grille parfaite, chacun sur fond de bureau d'entreprise. Le conseil d'administration d'Air Vista France était au complet. Certains semblaient vifs et préparés. D'autres avaient l'expression lasse de ceux qu'on a arrachés à leur déjeuner ou à leur week-end pour gérer une crise. Jean-Pierre Dupont occupait la vignette centrale, les épaules droites, la mâchoire contractée. Son costume gris était impeccable, mais une raideur dans sa posture trahissait une tension que Valérie avait appris à reconnaître au fil d'années de négociations à haut risque. C'était l'attitude d'un homme qui tente de feindre le contrôle alors que le sol se dérobe sous ses pieds. La voix de Valérie était posée. Je suppose que vous avez tous été mis au courant de la raison de cet appel. Une femme dans le coin supérieur gauche se racla la gorge. Nous comprenons qu'il y a eu un incident avec l'une de nos hôtesses et... Valérie l'interrompit, son ton doux mais inflexible. Pas un incident. Une récurrence. Votre employée, Sandrine Leclerc, a déjà fait l'objet de 3 plaintes pour discrimination. Toutes réglées en interne pour éviter le scandale. Aujourd'hui, elle en a ajouté une 4e, et elle a eu la malchance de s'en prendre à la mauvaise personne. La salle de réunion virtuelle sembla retenir son souffle. Dupont releva le menton.
Valérie, je suis certain que nous pouvons. Elle le coupa à nouveau. C'est moi qui parle. Vous allez m'écouter. Sur l'écran, quelques membres du conseil remuèrent sur leur siège, mal à l'aise. Valérie laissa la pause s'installer, le silence pesant sur leurs épaules. Ma mère, Monique, a un jour pris un avion à Bordeaux. Elle portait sa plus belle robe, son chapeau parfaitement ajusté, ses gants immaculés. L'agent d'embarquement a regardé son billet et lui a suggéré qu'elle serait plus à son aise à l'arrière. Sans aucune raison. Simplement la supposition qu'elle n'avait pas sa place à l'avant. C'était il y a 30 ans. Aujourd'hui, Sandrine Leclerc s'est tenue devant moi et a dit la même chose, vêtue d'un uniforme, payé par votre compagnie, agissant au nom de vos politiques. Son regard était fixe, chaque mot choisi avec soin. Vous l'avez maintenu en poste, vous lui avez conféré une autorité sur l'expérience des passagers, et ce faisant, vous avez cautionné son comportement. Dupont fit un geste apaisant. Nous ne tolérons aucune forme de discrimination. Valérie se pencha légèrement vers son téléphone, sa voix baissant d'un demi-ton. Vous la rendez possible. C'est pire. La déclaration eut l'effet d'une bombe. Personne au conseil ne réagit. Valérie poursuivit, sur un ton presque conversationnel qui rendait ses paroles encore plus percutantes. Il ne s'agit pas d'une erreur de jugement isolée. Il s'agit d'une culture d'entreprise qui préfère éviter les procès plutôt que de protéger ses passagers. Il s'agit de savoir combien d'autres Sandrine vous êtes prêts à garder en poste parce que leur licenciement pourrait faire la une des journaux. Dupont expira bruyamment, premier signe de tension visible. Que demandez-vous, exactement? Valérie consulta sa montre. 14 minutes avant l'atterrissage. Elle s'autorisa un léger sourire. Nous y arrivons. Mais d'abord, je veux m'assurer que les enjeux sont clairs pour tout le monde. Je dispose d'enregistrements vidéo en temps réel de cette cabine, sous 6 angles différents. J'ai l'enregistrement audio de chaque mot échangé depuis que Sandrine Leclerc s'est approchée de moi. J'ai des enregistrements indépendants de passagers, déjà stockés sur des serveurs sécurisés. À l'atterrissage, mon équipe de presse diffusera ces images à tous les grands médias, sauf si j'obtiens votre engagement ferme et irrévocable à une réforme complète. Un homme dans la rangée du bas prit la parole pour la première fois. Valérie, vous ne pouvez pas nous dicter notre politique interne. Elle tourna son regard vers lui. Je peux décider si vous continuerez à recevoir des avions et des services de maintenance de Dubois Aéronautique. Et je peux décider si le public aura encore assez confiance en votre compagnie pour acheter un billet. Le visage de Dupont devint cireux. Vous menacez un contrat de 920 millions d'euros par an. Je promets de le rompre, rétorqua Valérie. Si vous choisissez l'inaction. Un instant, seul le grésillement de la ligne sécurisée se fit entendre. Valérie sentit le changement de dynamique. Le poids de ses paroles commençait à faire effet. Il comprenait qu'elle ne bluffait pas. Elle adoucit légèrement sa voix, sans rien céder sur le fond. Il ne s'agit pas d'une victoire pour moi et d'une défaite pour vous. Il s'agit de savoir si vous êtes prêt à changer un système qui blesse des gens chaque jour. Si vous refusez, vous perdrez bien plus qu'un contrat. Vous perdrez votre réputation, vos parts de marché, et peut-être vos postes. Sur l'écran, un membre plus jeune du conseil se pencha vers sa caméra. Que voulez-vous que nous fassions? Valérie acquiesça. C'est la bonne question. Les yeux de Dupont se plissèrent. Valérie, vous devez comprendre que des changements aussi radicaux. Elle ne le laissa pas finir. Je n'ai rien à comprendre. Vous, en revanche, devez comprendre que le temps est compté. 13 minutes avant que les roues ne touchent le tarmac et que votre marque ne devienne synonyme de discrimination à l'échelle nationale. Plusieurs membres du conseil échangèrent des regards. Quelqu'un marmonna quelque chose hors champ, inaudible. Les yeux de Valérie restèrent rivés sur Dupont. Je vous transmettrai mes conditions par écrit avant l'atterrissage. Vous aurez 24 heures pour les accepter. Si vous le faites, nous entamerons le processus de réforme immédiatement. Sinon, je veillerai à ce que cet incident soit connu de toute l'industrie et au-delà. Dupont déglutit difficilement. Valérie. Vous avez protégé votre compagnie au détriment de vos passagers. Je ne le tolérerai plus. La question est de savoir si vous le tolérez. Elle mit fin à l'appel sans attendre de réponse. La cabine autour d'elle redevint son principal foyer d'attention.
Stéphane Girard se tenait non loin, son regard balayant les passagers comme si de rien n'était. Léo Moreau se pencha dans l'allée, la curiosité se lisant sur son visage. Manon Lefebvre feignait de consulter son téléphone, mais ses regards se portaient sans cesse vers Valérie. Par le hublot, la silhouette de Nice se précisait. Des tours de verre captant la lumière de fin de journée. Valérie rangea son téléphone et ajusta la broche de Dubois Aéronautique sur son revers. Elle scintillait sur le tissu sombre de son tailleur, un emblème silencieux de propriété et d'une autorité qui n'avait pas besoin d'être proclamée pour exister. Sandrine Leclerc n'était pas revenue de l'office. Valérie l'imaginait là-bas, arpentant l'espace exigu, tentant de se convaincre qu'elle pouvait encore s'en sortir. Elle vérifia à nouveau sa montre. 11 minutes. La descente était douce, le son des moteurs s'assourdissant alors que l'avion piquait vers la piste. Chaque kilomètre parcouru la rapprochait de la confrontation qui l'attendait à la porte. Valérie l'accueillait avec sérénité. Elle s'adossa, laissant le bourdonnement de la cabine l'envelopper. En moins d'un quart d'heure, la phase suivante débuterait, et dans cette phase, il ne subsisterait plus aucun doute sur l'identité de l'occupant légitime du siège 1A. Le voyant de la ceinture de sécurité s'alluma avec un carillon discret. Pour la plupart des passagers, c'était le signal pour rassembler leurs affaires et se préparer à l'atterrissage. Pour Valérie Dubois, c'était la cloche annonçant le dernier round. Elle appuya à nouveau sur l'écran de son téléphone, rouvrant la ligne sécurisée avec la salle du conseil d'Air Vista. Les visages réapparurent instantanément, leurs expressions encore plus tendues, certains blêmes sous la lumière crue des néons. Jean-Pierre Dupont était au centre, les doigts croisés, la fixant comme un homme qui tente de déchiffrer la dernière page d'un livre dont il redoute déjà la fin. « Le temps nous est compté », dit Valérie d'une voix égale. « Je serai donc directe. » Elle sortit une unique feuille de sa mallette. Le texte était concis, une liste de points qu'elle avait rédigés de sa propre main. Elle avait préparé ses exigences il y a des années, après la deuxième fois où on lui avait presque refusé sa place sur un vol commercial. Elles attendaient le bon moment. Voici ce qui se produira si Air Vista souhaite maintenir ses contrats d'approvisionnement et de support avec Dubois Aéronautique. Son ton était calme, mais ses paroles avaient la force d'un jugement. 1. Votre PDG actuel, Jean-Pierre Dupont, démissionnera dans les 30 jours. Elle laissa la phrase résonner, le temps que les murmures se propagent au sein du conseil. La mâchoire de Dupont se contracta, mais il resta silencieux. 2. 100 millions d'euros seront alloués à la création du fonds d'équité pour les passagers d'Air Vista, afin d'indemniser les victimes de discrimination ou d'expulsion abusive au cours des 10 dernières années. La femme dans la vignette supérieure gauche tressaillit, son stylo suspendu en l'air. 3. Chaque employé d'Air Vista, du conseil d'administration au bagagiste, suivra une formation complète sur les préjugés et la compétence culturelle dans les 6 prochains mois. Cette formation sera dispensée par une organisation indépendante de mon choix. Elle promena délibérément son regard sur la mosaïque de visages. 4. Un système de signalement anonyme et permanent sera mis en place, supervisé par une société externe, pour enquêter sur toutes les allégations de discrimination ou de harcèlement. Ces signalements ne passeront plus par la hiérarchie interne. Valérie abaissa légèrement la feuille, mais son regard resta acéré. 5. Sandrine Leclerc sera licenciée avec effet immédiat, son accès révoqué avant que cet avion n'atteigne la porte. Son dossier, ainsi que les archives des plaintes précédentes, seront transmis aux enquêteurs fédéraux pour examen d'éventuelles violations pénales. Les lèvres de Jean-Pierre Dupont formèrent une ligne fine. Valérie, c'est. Ce n'est pas négociable, le coupa t-elle. Vous avez 9 minutes pour répondre. Silence, seulement le grondement sourd des réacteurs sous son siège. Dupont jeta un regard de côté, comme pour chercher l'approbation des autres membres. L'un des hommes plus âgés se pencha pour chuchoter quelque chose, mais le son ne parvint pas jusqu'à elle. Valérie poursuivit, tout refus de votre part entraînera la résiliation immédiate de tous les contrats avec Dubois Aéronautique. De plus, je fournirai personnellement l'intégralité des preuves de cet incident, y compris les dossiers de plainte que vous avez étouffés, à tous les grands médias français. Je déposerai des plaintes formelles auprès de la DGAC et du ministère des Transports, en vous nommant chacun comme personnellement conscient et complice d'un système de discrimination. Ses yeux se plissèrent légèrement. Et je n'arrêterai pas tant que la justice ne sera pas saisie. Quelqu'un au conseil se racla la gorge. Docteur Dubois, sauf votre respect, vos exigences sont. Mes exigences, interrompit Valérie,
sont le strict minimum pour commencer à réparer les torts que votre compagnie a causés. Sur l'écran, l'expression de Dupont se transforma. Il n'avait plus l'air d'un homme qui pensait pouvoir s'en tirer en négociant. Il avait l'air de quelqu'un qui évaluait ses chances de survie face à la catastrophe imminente. « Pourquoi faites-vous cela ?» demanda l'un des plus jeunes membres. « Pourquoi ne pas simplement accepter un arrangement financier ?» La voix de Valérie s'adoucit, sans perdre de sa force. « Parce qu'il ne s'agit pas de moi. Je pourrais accepter un chèque et ne plus jamais voler avec votre compagnie. Mais des millions de passagers n'ont pas le pouvoir que j'ai. Des passagers qui sortent d'un avion humiliés, persuadés qu'ils ne peuvent rien faire. C'est pour eux. » Dans la cabine, une subtile transformation s'opéra. La caméra de Léo Moreau tournait toujours, mais son expression n'était plus celle d'un observateur détaché, mais de quelqu'un qui assistait à un moment historique. Le téléphone de Manon Lefebvre était posé sur ses genoux, oublié, ses yeux rivés sur Valérie. Les membres du conseil échangèrent des regards. Quelques-uns hochèrent la tête. Le vent était en train de tourner. Dupont s'adossa à son fauteuil, expirant lentement. « Vous aurez notre réponse à votre atterrissage. »« Vous aurez 1 minute après l'atterrissage, » corrigea Valérie. « Pas une de plus. » Elle mit fin à l'appel avant qu'il ne puisse répliquer. Dehors, l'avion s'inclina, s'alignant sur la piste d'approche. La skyline de Nice emplissait les hublots, le soleil se reflétant sur les tours de verre. Valérie rangea la feuille d'exigence dans sa mallette et la referma d'un clic discret. Elle ajusta la broche de Dubois aéronautique sur son revers, sentant son poids familier. Stéphane Girard s'approcha. « Tout va bien ?» Les yeux de Valérie rencontrèrent les siens. « Tout est sur le point d'aller bien. » De l'office, Sandrine Leclerc réapparut. Son expression était un curieux mélange de défi et d'anxiété. Elle s'approcha du siège 1A, mais s'arrêta net, comme si elle se heurtait à un mur invisible. « Vous êtes bien silencieuse ?» tout à coup, lança Sandrine. La voix de Valérie était glaciale. « Certaines choses doivent être dites au bon moment. » Sandrine inclina la tête. « Et c'est quand, ce moment ?» Valérie jeta un regard vers le hublot, où la piste commençait à être visible. Bientôt. Le train d'atterrissage se déploya avec un bruit sourd et mécanique qui fit vibrer le plancher. Les volets s'étendirent. Les passagers commencèrent à s'agiter, rassemblant leurs sacs, ajustant leurs vêtements. Valérie resta immobile, les mains posées sur les accoudoirs. Elle avait affronté des conseils d'administration hostiles, mené des négociations de plusieurs milliards d'euros, et démantelé des entreprises 2 fois plus grandes qu'Air Vista. Ce moment n'était pas différent. L'avion descendait en douceur, le sol se rapprochant. Elle pouvait presque sentir l'instant précis où les roues toucheraient le tarmac, et avec lui, l'instant où la direction d'Air Vista choisirait de sauver ce qui pouvait l'être, ou de tout regarder s'effondrer. Sa montre indiquait 16h16. Atterrissage dans 3 minutes. Décision dans 4. Valérie s'accorda une lente inspiration. Son cœur battait calmement. Elle était exactement là où elle devait être. Les roues heurtèrent la piste avec un bruit sourd et sec, suivi par le rugissement puissant de l'inversion de poussée. La cabine fut projetée en avant, puis se stabilisa sous l'effet des freins. Dehors, le paysage de l'aéroport de Nice-Côte d'Azur défilait à toute vitesse, un flot de tarmac, de lumières de guidage et d'avions immobiles. Assise au siège 1A, le docteur Valérie Dubois ne bougea pas. Elle laissa l'inertie s'apaiser autour d'elle, comme une mer qui se calme après la tempête. C'était l'apogée du moment qu'elle avait construit depuis la gifle de Sandrine Leclerc. Chaque seconde à venir serait mesurée, calculée. Les passagers attrapaient leurs bagages, détachant leur ceinture malgré le voyant lumineux encore allumé. Les voix des hôtesses entamèrent leur refrain habituel, mais l'atmosphère était différente, chargée d'une électricité palpable. Du coin de l'œil, Valérie vit Sandrine Leclerc se pencher sur l'interphone, parlant rapidement. Ces mots étaient inaudibles, mais Valérie en devinait la teneur. Elle imagina l'équipe de sécurité qui attendait à la porte, s'attendant à la débarquer comme une passagère indisciplinée. Les moteurs ralentirent alors que l'avion rejoignait sa porte. À travers le hublot, Valérie vit le terminal se rapprocher, ses parois de verre reflétant le soleil couchant. Mais elle vit aussi quelque chose qui fit battre son cœur plus vite, non de peur, mais de satisfaction. Des agents de la police de l'aéroport étaient groupés juste après l'entrée de la passerelle d'embarquement.
Mais ils n'étaient pas seuls. Derrière eux, des hommes et des femmes en costume, oreillettes discrètes, et derrière eux, des caméras. Au moins 4 équipes de télévision, leurs objectifs braqués sur la porte. Le téléphone de Valérie vibra une fois. Un message de sa directrice des relations publiques, Chloé Martin. Ils sont en direct. Déclaration à votre signal. L'avion s'immobilisa. Le voyant de la ceinture s'éteignit. Un murmure parcourut la cabine tandis que les passagers se levaient pour récupérer leurs sacs dans les compartiments. Une impatience mêlée de curiosité. Les gens sentaient qu'un événement était imminent. Sandrine se posta dans l'allée, devant la porte. Sa voix était enjouée, faussement chaleureuse. Mesdames et messieurs, bienvenue à Nice. Veuillez rester assis jusqu'à ce que nous soyons à la porte et que le commandant ait éteint le signal des ceintures. Son regard croisa celui de Valérie, avec un éclair de ce qui semblait être du triomphe. Valérie attendit le signal sonore pour se lever, lissant lentement le devant de son tailleur. La broche de Dubois aéronautique brilla alors qu'elle entrait dans l'allée. Elle ignora Sandrine. La porte s'ouvrit. L'air chaud de Nice se mêla à l'air frais de la cabine, charriant une légère odeur de kérosène. Un homme de grande taille en costume sombre fut le premier à entrer, montrant ses accréditations au commandant et au copilote. Son regard balaya la cabine, puis se posa sur Valérie. « Docteur Dubois », dit-il en inclinant la tête. « Par ici. » La tête de Sandrine pivota brusquement vers lui. « Excusez-moi. » Elle doit être interpellée. La voix de l'homme trancha la sienne. « Non, mademoiselle Leclerc. C'est vous. » 2 officiers en uniforme s'avancèrent, leurs mains posées sur leur ceinture, leur présence imposant une autorité indiscutable. Sandrine sia, sa bouche s'ouvrant et se refermant. Je ne comprends pas. L'homme en costume lui tendit un document plié. Ceci est un ordre de suspension immédiate en attente d'enquête. Votre accès aux propriétés et systèmes d'Air Vista est révoqué. À effet immédiat. Une onde de choc parcourut la cabine. Les passagers tendirent le cou. Quelqu'un murmura, incroyable. Le visage de Sandrine devint écarlate. C'est absurde. L'un des officiers s'approcha. Madame, vous allez devoir nous suivre. C'est moi qui vous ai appelé, protesta Sandrine. Exactement, répondit l'officier d'une voix neutre. Et l'enquête recueillera votre témoignage. Mais pour l'instant, vous quittez cet avion. Valérie observa la scène, le visage impassible. Elle ne tirait aucune satisfaction de voir quelqu'un l'emmener ainsi, mais elle ressentait un soulagement. Le soulagement de voir le cycle de la protection et du silence brisé, en public. Les protestations de Sandrine s'éteignirent alors que les officiers la guidaient le long de la passerelle. L'homme en costume se tourna vers Valérie. Nous avons une salle sécurisée à votre disposition si vous souhaitez faire votre déposition ici avant votre conférence de presse. Valérie inclina la tête. Je la ferai dans le terminal. Le public mérite de la voir. Derrière elle, les murmures des passagers s'intensifièrent. Léo Moreau se pencha dans l'allée, croisant son regard. Tout le vol est de votre côté, maintenant. C'est quelque chose. Manon Lefebvre esquissa un sourire. Bien plus que quelque chose. Valérie s'engagea dans la passerelle. L'air y était plus chaud, vibrant de l'activité du terminal. L'escorte en costume marchait à ses côtés, parlant à voix basse dans un micro attaché à son revers. En débouchant dans le terminal, l'ampleur de la scène la frappa. Les caméras se tournèrent vers elle en un seul mouvement. Les flashs crépitèrent. Une forêt de microphones se dressa devant elle. Les journalistes criaient son nom, leur voix se chevauchant. Elle s'arrêta devant le cordon de sécurité, balayant la foule du regard. Il y avait des passagers d'Air Vista, leur téléphone en l'air, du personnel de l'aéroport figé, des voyageurs d'autres portes penchés aux balustrades. Valérie leva le menton. Ces 3 dernières heures, vous avez été témoin de ce qui arrive quand quelqu'un, sous couvert d'un uniforme, croit pouvoir rabaisser un autre être humain par préjugé, par supposition. Vous l'avez vu dans cet avion, et vous en avez vu la conséquence. Sa voix était ferme, portant sans peine par-dessus le brouhaha. Il ne s'agit pas seulement de moi. Il s'agit de tous ceux à qui l'on a dit qu'ils n'étaient pas à leur place, alors qu'ils l'avaient mérité.
Il s'agit de responsabilité. Et il s'agit de changement. Elle s'approcha des micros. J'ai transmis à Air Vista France mes conditions pour une réforme systémique. Ils ont quelques minutes pour décider s'ils entament ce changement de leur plein gré, ou s'ils y sont contraints par la pression publique et fédérale. Les appareils photo crépitèrent en rafale. Les journalistes se pressèrent vers l'avant. Valérie leva une main. Je ne répondrai à aucune question tant que leur décision ne sera pas publique. Mais sachez ceci, le siège 1 appartient à celui ou celle qui l'a mérité, pas à celui ou celle qui correspond à la vision étriquée de quelqu'un d'autre. Cette vérité survivra à toutes les politiques et à tous les conseils d'administration. Elle se tourna alors, suivant son escorte vers la salle de conférence. Derrière elle, le tumulte des voix s'amplifia. Le compte à rebours continuait. La salle de conférence était vitrée, surplombant le terminal tel un poste d'observation. De l'intérieur, Valérie voyait la foule encore massée en bas, les visages levés vers les panneaux opaques. Les flashs des appareils photo crépitaient à chaque ombre qui passait derrière la vitre. Une bouteille d'eau fraîche, intacte, était posée sur la table lustrée devant elle. Stéphane Girard, adossé nonchalamment au mur près de la porte, les bras croisés, montait la garde sans qu'on le lui demande. Face à Valérie, 2 représentants de l'autorité aéroportuaire semblaient dépassés par les événements. Le téléphone de Valérie reposait, écran contre table, devant elle. Elle avait accordé à Air Vista exactement 12 minutes pour répondre après sa sortie de l'avion. Il restait 3 minutes. L'air de la pièce semblait lourd, comme si les parois de verre se refermaient sur eux. Valérie gardait un visage neutre, bien qu'elle sentît une légère montée d'adrénaline au bout de ses doigts. Elle avait mené des négociations à haut risque, mais celle-ci était différente. L'enjeu n'était pas des parts de marché ou des contrats. L'enjeu était l'onde de choc qui se propagerait de cette pièce à toutes les portes d'embarquement du pays. Le téléphone vibra une, puis 2 fois. Elle le retourna. Le message venait de Jean-Pierre Dupont lui-même. Vote du conseil achevé. Demande d'appel en direct. Elle fit signe au technicien de l'aéroport de connecter l'appel au système de la salle. Quelques instants plus tard, l'écran mural s'illumina, affichant la grille de visages familiers. Le changement était frappant. Personne n'était avachi. Personne ne feignait de consulter ses notes. Tous les regards étaient tournés vers elle. La voix de Dupont était mesurée, mais une note de résignation s'y percevait. Docteur Dubois, le conseil d'administration d'Air Vista a voté. Les termes que vous avez énoncés dans votre lettre ont été acceptés dans leur intégralité. Ces mots firent l'effet d'une déflagration silencieuse autour de la table. Les responsables de l'aéroport échangèrent un regard. Même Stéphane haussa un sourcil. La posture de Valérie ne changea pas, mais sa voix trahit une pointe de confirmation. Et le calendrier ? Dupont se racla la gorge. Ma démission sera effective dans 30 jours. Le fonds d'équité pour les passagers sera créé immédiatement, avec un premier virement sous 72 heures. Les contrats de formation seront signés d'ici vendredi. Le système de signalement sera opérationnel d'ici 3 mois, et le contrat de Mademoiselle Leclerc a été résilié il y a 10 minutes. La salle de conseil virtuelle était silencieuse, n'écoutant que la voix de Dupont. Valérie acquiesça une fois. Vous avez pris la bonne décision. L'un des membres plus âgés du conseil se pencha en avant. Docteur Dubois, j'espère que vous comprenez que cela ne se fera pas sans heurts. Il y aura une réaction négative du public. Les actionnaires demanderont des comptes. Ils les obtiendront, interrompit Valérie, sous la forme de meilleures performances, de moins de litiges, et d'une entreprise dont ils pourront être fiers. Vous auriez dû faire cela il y a des années. Il n'y eut pas de réplique. Les yeux de Dupont cherchèrent les siens à travers l'écran. Vous avez ce que vous vouliez. Allez-vous retenir les images ? Valérie croisa les mains. Non. Je vais les diffuser. Une vague d'inquiétude parcourut quelques visages. Je vais les diffuser, poursuivit-elle, accompagnée de la déclaration qu'Air Vista France reconnaît des problèmes systémiques et met en œuvre des réformes historiques dès aujourd'hui. Le public verra ce qui s'est passé, mais il verra aussi votre réaction. Vous pouvez choisir de présenter cela comme un échec, ou comme un tournant. La décision vous appartient. Pour la première fois, Dupont parut soulagé, comme si un poids venait de lui être retiré des épaules. Il acquiesça légèrement.
Nous nous coordonnerons avec votre cabinet. Vous vous coordonnerez avec mon cabinet, confirma Valérie. Et vous le ferez sérieusement. L'appel se termina sans formalité. L'écran devint noir, ne laissant que le reflet. Stéphane s'avança. Alors, c'est réglé. Valérie expira. Pas tout à fait un soupir. C'est un début. Le vrai travail commence maintenant. Elle se leva, lissant sa veste de tailleur. Dehors, le brouhaha du terminal était une rumeur vivante. Le message de la directrice des RP s'afficha à nouveau sur son téléphone. Presse prête. Caméra prête. Le directeur de l'aéroport lui indiqua la porte. Quand vous voudrez, docteur Dubois. Le retour vers le hall du terminal fut bref mais solennel. Chaque pas résonnait dans le couloir. Elle émergea face à un mur de lumière et de microphones. La foule était encore plus dense. Des bandeaux d'information défilaient en temps réel au-dessus des portes. Valérie s'approcha du pupitre qui avait été installé à la hâte. Le logo d'Air Vista était toujours en arrière-plan, mais il se trouvait maintenant derrière celle qui avait remporté la partie. Sa voix porta sans effort, mais avec précision. Cet après-midi, un incident s'est produit à bord du vol 382 d'Air Vista France. Ce n'était ni le premier incident de ce type pour cette compagnie, ni pour l'employé impliqué. Mais ce sera le dernier. Les flashs crépitèrent. Les journalistes se penchèrent. Air Vista a accepté des réformes immédiates et profondes, incluant un changement de direction, la création d'un fonds d'équité pour les passagers, une formation obligatoire, une supervision indépendante, et le renvoi définitif du personnel qui bafoue les droits des passagers. Son regard balaya la foule, captant les objectifs et les visages. Ces mesures ne sont pas un cadeau d'Air Vista. Elles sont le prix à payer pour faire ce qui aurait dû être fait depuis le début, traiter chaque passager avec la dignité qu'il mérite. Des questions fusèrent, mais elle n'y répondit pas encore. Elle leva son téléphone, le pouce en suspens au-dessus de l'écran. Les images que vous attendez seront disponibles dans quelques minutes. Elles montreront la vérité. Et à côté, la reconnaissance par Air Vista que le changement commence aujourd'hui. Un murmure parcourut l'assemblée de journalistes. Elle abaissa son téléphone, fixant la caméra la plus proche. Il ne s'agit pas d'une seule compagnie. Il s'agit de toute une industrie. Chaque agent d'embarquement, chaque membre d'équipage, chaque dirigeant qui regarde ceci doit comprendre, le silence ne vous protégera plus. La discrimination ne se cachera plus derrière les règlements, et plus personne ne se verra dire qu'il n'est pas à sa place en raison de qui il est. Ces derniers mots étaient pesés, chacun ayant le temps de porter. Le ciel nous appartient à tous. Elle s'éloigna du pupitre, Stéphane se plaçant à ses côtés. La foule l'assaillit de nouvelles questions, mais elle ne se retourna pas. Dans le calme du couloir de service, derrière la zone de presse, Stéphane sourit enfin. Tu n'as pas seulement gagné, Valérie. Tu as changé les règles du jeu. Valérie lui jeta un regard, un sourire léger mais assuré se dessinant sur ses lèvres. C'était le but. Au moment où Valérie atteignit sa berline à la sortie privée, son téléphone vibrait sans discontinuer. Les titres d'actualité se répandaient déjà sur les applications d'information et les réseaux sociaux. Une chaîne locale avait retransmis en direct sa conférence de presse, avec un bandeau en gras, une PDG confronte une compagnie aérienne sur la discrimination et impose une réforme historique. Elle s'installa sur la banquette arrière, fermant la portière sur le vacarme du terminal. Stéphane Girard prit place à ses côtés, avec le même calme imperturbable qu'il avait caractérisé durant la crise. En face d'eux, sa directrice des relations publiques, Chloé Martin, tapotait frénétiquement sur une tablette. C'est partout, dit Chloé sans lever les yeux. BFM TV, France 24, même Le Monde. Les hashtags sont en tendance dans 12 pays et... Docteur Dubois. Elle releva la tête, un léger sourire perçant à travers la tension. Les vidéos ont été vues plus de 7 millions de fois en une heure. Valérie prit la tablette et fit défiler les publications, des extraits filmés par les passagers, des analyses d'experts juridiques, et même des captures d'écran de mauvaise qualité montrant Sandrine Leclerc escortée le long de la passerelle. Chaque publication suscitait un torrent de réactions, colère, solidarité, incrédulité, gratitude. Une vidéo attira son attention. Elle avait été postée par Manon Lefebvre. La légende disait, voilà ce que signifie la responsabilité.
La voix de Manon narrait la vidéo, son ton posé. J'ai vu une femme rester calme face à l'humiliation, puis la voir reprendre le contrôle de la situation pour tout le monde. C'est ça, le pouvoir. C'est ça, le leadership. Ces mots procurèrent à Valérie une douce chaleur. Mais elle ne s'y attarda pas. Ce n'était pas le moment de s'auto-congratuler. Alors que la voiture s'insérait dans la circulation de Nice, elle tourna son regard vers la ligne d'horizon. Les tours de verre reflétaient la lumière du soir, dorée sur les bords. La ville continuait de vivre, comme toujours, et pourtant, quelque chose lui semblait différent. Stéphane rompit le silence. Tu sais, tu n'as pas seulement créé un précédent pour le secteur aérien. D'autres industries vont observer. C'est ce que j'espère, répondit Valérie. Chaque entreprise qui se retranche derrière ces règlements devra les réévaluer. Chloé se pencha en avant. Nous devons nous préparer pour les prochaines 48 heures. Air Vista va publier sa propre déclaration ce soir. S'ils sont malins, ils adopteront votre ton, mais ils pourraient tenter de minimiser l'impact. Nous devons garder le contrôle du récit. Valérie hocha la tête. Prépare notre communiqué de suivi. Il doit être clair que ce n'est pas la fin de la discussion, mais le début. Son téléphone vibra à nouveau, cette fois, un appel d'un numéro inconnu. Elle faillit l'ignorer, mais répondit d'instinct. Docteur Dubois, dit une voix de femme, tremblante mais distincte. Mon nom est Angèle Fournier. J'ai été débarqué d'un vol Air Vista il y a 2 ans parce que l'hôtesse a jugé que je n'avais pas ma place en première classe. Ils ont parlé d'une erreur, mais je n'ai jamais reçu d'excuses. J'ai vu ce que vous avez fait aujourd'hui. Je voulais juste vous remercier. J'aurais tant aimé que quelqu'un prenne ma défense à l'époque. Valérie ferma les yeux un instant. Angèle, vous n'avez plus à le souhaiter. Le fonds que nous créons se penchera sur les incidents passés. Vous serez contacté prochainement. Il y eut une pause, suivie d'un sanglot étouffé. Je n'aurais jamais cru que quelqu'un s'en soucierait. Merci, docteur Dubois. Vraiment. L'appel se termina, mais son écho persista. La voiture s'engagea dans l'allée d'un hôtel discret où Valérie avait réservé une suite pour la nuit. Elle n'était pas encore prête à rentrer chez elle. Chez elle, c'était un refuge. Et ce soir, elle sentait encore le poids du combat. Dans la suite, elle posa sa mallette sur la table et se dirigea vers la fenêtre. La vue donnait sur la mer, sombre et agitée sous le clair de lune. Au loin, les faibles lumières des avions en approche parsemaient l'horizon. Stéphane posa un dossier sur la table. Revue de presse, projet de déclaration, et correspondance des avocats d'Air Vista. Je lirai tout ça avant demain matin. Valérie hocha la tête, mais resta près de la fenêtre. Penses-tu parfois à ceux qu'on n'entend jamais? Ceux qui se taisent parce qu'ils croient que ça ne sert à rien? Stéphane la regarda, puis s'assit. Tous les jours. C'est pour ça que ce qui s'est passé aujourd'hui est important. Chloé les rejoignit avec 2 tasses de thé. Vous avez transformé une attaque personnelle en un examen de conscience publique. Peu de gens auraient eu le sang-froid de faire ça sur le moment. Valérie prit la tasse, ses mains se réchauffant à son contact. Le sang-froid, ce n'est pas seulement rester calme. C'est savoir où l'on veut arriver avant même de commencer le voyage. Je savais où je voulais que cela mène dès l'instant où elle m'a frappé. La pièce plongea dans un silence apaisant. Dehors, les vagues se brisaient sur le rivage, leur rythme régulier comme une respiration. Plus tard, après le départ de Stéphane et Chloé, Valérie s'assit seule devant son ordinateur. Elle ouvrit un document vierge et commença à écrire. Pas pour la presse, ni pour le conseil d'administration, mais pour elle-même. Elle écrivit sur les années passées à être sous-estimée, sur les injustices qu'elle avait eues par stratégie, sur les fois où elle avait choisi le silence parce que le moment n'était pas opportun. Et elle écrivit sur aujourd'hui, ce moment où le timing et la détermination s'étaient enfin rejoints. Ces mots étaient bruts, pas encore destinés à être publiés, mais ils contenaient la vérité qui, elle le savait, deviendrait un jour la matière d'un discours plus vaste, peut-être même d'un mouvement. Vers minuit, elle ferma l'ordinateur et se posta à nouveau devant la fenêtre. L'horizon était maintenant constellé de lumières d'avions, chacun transportant ses propres histoires, ses propres conflits, ses propres victoires silencieuses. Valérie toucha la broche de Dubois aéronautique sur son revers, sentant le métal froid contre sa peau.
Elle murmura pour elle-même, le ciel nous appartient à tous. Puis elle se détourna de la vitre, sachant que le travail qui l'attendait serait long, mais qu'il en valait la peine. 3 mois plus tard, les portes de l'aéroport de Nice-Côte d'Azur semblaient inchangées en surface. Des passagers tiraient des valises. Des hôtesses de l'air en uniformes impeccables accueillaient les passagers. Les annonces au micro avaient la même cadence familière. Mais en coulisses, l'atmosphère était différente. Le programme d'équité pour les passagers d'Air Vista n'était plus une simple clause dans un accord. Il avait des bureaux, du personnel, et un pouvoir d'action. Les plaintes étaient désormais traitées par un comité indépendant, et non plus noyées dans un service client. Les premiers cycles de formation avaient commencé, et déjà, les témoignages changeaient. Valérie Dubois y avait veillé personnellement. Elle se tenait près de la porte 22, incognito, observant un jeune homme en fauteuil roulant s'approcher du comptoir. L'agent d'embarquement s'accroupit pour lui parler à sa hauteur, souriant en confirmant sa place et son groupe d'embarquement. Sans précipitation, sans impatience. C'était un détail, mais Valérie le remarqua. Stéphane Girard la rejoignit un instant plus tard, avec 2 cafés. « Tu aurais pu envoyer quelqu'un d'autre superviser le programme, dit-il. »« J'aurais pu, répondit Valérie. Mais le changement n'a de sens que si on le constate de ses propres yeux. » La carte d'embarquement du jeune homme fut imprimée, et il s'éloigna en remerciant discrètement. Valérie le suivit du regard avant d'accepter le café. Les médias publiaient encore des articles sur les réformes. Certains saluaient la transformation, d'autres la traitaient comme une anecdote. Et de temps en temps, quelqu'un abordait Valérie dans un terminal ou une conférence, pour lui raconter sa propre histoire d'un moment où on lui avait fait sentir qu'il n'était pas à sa place. Elle consignait chaque témoignage dans un carnet personnel, non pas pour revivre la douleur, mais pour ne jamais oublier les enjeux. Dans le pays, le nom de Sandrine Leclerc refaisait surface de temps à autre, dans le cadre du procès qu'elle avait intenté à Air Vista pour licenciement abusif. Mais la vidéo rendait sa défense quasi impossible. Son avocat avait tenté de plaider la légitime défense, mais l'opinion publique avait déjà rendu son verdict. Valérie ne voyait pas l'intérêt de suivre l'affaire. Le vrai jugement avait eu lieu le jour où Sandrine avait été escortée hors de l'avion. Chloé Martin s'approcha d'eux, une tablette sous le bras. « Votre table ronde commence dans 1 heure. Vous intervenez juste après le directeur de la DGAC. » Valérie hocha la tête. « Et la presse ensuite ? » ?»« C'est organisé, » confirma Chloé. « Ils veulent parler des normes Dubois. » Valérie sourit légèrement. L'expression, à l'origine un surnom sarcastique d'un cadre d'Air Vista pour critiquer ses exigences jugées excessives, avait été adoptée par le public pour la raison inverse, l'idée de tenir toute une industrie à des normes plus élevées plaisait. Un appel à l'embarquement résonna dans le hall. Valérie regarda vers la passerelle. La vue des passagers montant à bord d'un avion avait une signification nouvelle pour elle. Ce n'était plus seulement un voyage. C'était un acte de confiance. Stéphane consulta sa montre. On devrait se diriger vers le centre de conférence. Ils marchèrent ensemble, se frayant un chemin parmi les voyageurs. En avançant, Valérie capta des bribes de conversation, projets de vacances, voyages d'affaires, retrouvailles. Personne ne connaissait l'onde de choc qu'elle avait provoquée des mois plus tôt. Ou peut-être que certains la ressentaient, sans pouvoir mettre des mots dessus. Au centre de conférence, la salle principale était comble. Dirigeants de compagnies aériennes, régulateurs, associations de défense des droits et syndicats s'étaient réunis pour le premier sommet national sur l'équité des passagers. Le discours de Valérie clôturerait la matinée. Quand son nom fut annoncé, les applaudissements furent immédiats et nourris. Elle s'approcha du pupitre, sa broche de Dubois aéronautique brillant sous les projecteurs. Il y a 3 mois, commença-t-elle, un incident à bord d'un vol d'Air Vista France a provoqué une prise de conscience. Beaucoup d'entre vous ont vu la vidéo. Beaucoup ont débattu des détails. Mais ce qui importe aujourd'hui, ce n'est pas l'incident. C'est la réponse. Et la responsabilité qui en découle. Elle laissa le silence se faire. Depuis, nous avons prouvé que la responsabilité peut être plus qu'un communiqué de presse. Elle peut être une structure, un processus, une culture. Les normes Dubois ne visent pas à sanctionner les erreurs. Elles visent à prévenir les préjudices. Et quand un préjudice est commis, à s'assurer qu'il est réparé avec diligence, honnêteté et équité.
Elle voyait les visages dans la salle, certains attentifs, d'autres méfiants, d'autres calculateurs. Le changement n'est pas un événement ponctuel, poursuivit-elle. C'est un engagement à faire ce qui est juste, même quand personne ne regarde. Cela signifie se former jusqu'à ce que la bonne décision devienne un réflexe. Cela signifie écouter les passagers. Et cela signifie reconnaître que le droit à la dignité n'est pas un privilège que l'on peut accorder ou retirer. C'est le fondement de toute interaction humaine. Les applaudissements reprirent de plus belle. Après la session, les journalistes se pressèrent dans la zone dédiée. L'un d'eux lui demanda si elle pensait que les réformes seraient durables. Elles le seront, répondit Valérie, si les employés de ces compagnies choisissent de les défendre. Les politiques ne sont que des mots. La culture, c'est ce que l'on vit au quotidien. Un autre lui demanda si elle considérait sa mission terminée avec Air Vista. Je ne considère ma mission terminée avec aucune compagnie, répondit-elle. Je continuerai de surveiller, comme beaucoup d'autres. C'est tout l'enjeu. Quand elle quitta le centre de conférence, le soleil se couchait. La lumière dorait les vitres du terminal, comme ce soir-là à Nice, des mois plus tôt. Valérie s'arrêta sur le trottoir avant de monter dans sa voiture. Elle leva les yeux et vit un avion rugir au-dessus d'elle, son fuselage captant les derniers feux du jour. Chloé attendait près de la portière ouverte. « Vous pensez au vol ?» Valérie sourit légèrement. « Je pense au ciel. » Elle s'installa dans le siège, la portière se refermant doucement. Les lumières de la ville défilèrent en un flou alors que la voiture s'éloignait, mais elle pensait déjà à la prochaine réforme, à la prochaine réunion de l'industrie, à la prochaine histoire de quelqu'un à qui l'on avait dit qu'il n'était pas à sa place. On leur dirait autre chose, maintenant. Et tant qu'elle aurait une voix pour le dire, ce serait toujours le cas. Certains pensent que la dignité est discrète, mais ils oublient que la discrétion peut changer le monde. L'histoire de Valérie Dubois ne se résume pas à une gifle dans un avion. Elle parle de nos choix face à l'exclusion. Elle parle de la force de tenir bon sans élever la voix, et d'un leadership qui ne se protège pas seulement lui-même, mais protège tous les témoins. Sa victoire n'a pas pris fin avec une seule compagnie. Elle a semé une graine de responsabilité qui germera tant que les gens exigeront mieux des entreprises, des dirigeants, et d'eux-mêmes. Mais cette histoire doit aussi nous laisser sur notre faim. Car pour chaque Valérie, combien d'autres ont subi la discrimination en silence, sans caméra ni soutien public? Et tant que ces histoires existeront, le travail ne sera pas terminé. Alors, la prochaine fois que vous serez témoin d'une injustice, souvenez-vous que le changement peut naître d'un seul instant, d'un seul choix. Si cette histoire vous a touché, aimez cette vidéo, partagez-la pour que d'autres ressentent son impact, et abonnez-vous à notre chaîne pour plus d'histoires qui interpellent, inspirent, et refusent de se taire.